Alors, petit résumé de cette UFC Paris qui a eu lieu donc ce week-end, avec effectivement, là maintenant ça devient un peu le style de l'UFC, hein, c'est-à-dire qu'on est à Paris, donc on va reprendre quelques combattants européens et donc des Français. On a commencé avec, alors j'ai pas fait de preview, mais pour moi c'était un problème de matchmaking avec Shona Abaddon contre Sam Hughes. Sam Hughes que je considère vraiment faire partie du top 20 parce que c'est une vétéran, elle a affronté tellement de noms. Que bon, là j'ai pas compris, elle était pas sur une défaite, hein, elle était sur 2 victoires consécutives si je dis pas de bêtises. En face c'était Shona Abaddon qui est vraiment, là on est dans le fond de classement, alors vraiment bon, elle est dans le ventre mou on va dire, et je sais même pas si elle est pas 8 combats à l'UFC, enfin 8 combats en carrière pro pardon, et du coup derrière ça a été contre Ardeline une victoire certes, ensuite Pooja Tomar, on est vraiment sur le bas de classement, l'indienne qu'elle a fini certes, mais enfin, il n'y a pas de quoi arriver à affronter tout de suite le top 20, Sam Hughes qui va regarder en arrière alors qu'il est sur des victoires. J'ai pas compris ce problème de matchmaking. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Sur la banane, on a vu qu'elle était quand même assez amateur debout. Hein. C'est vraiment, ça va pas. C'est un recul en canard. Elle a pas les bons appuis. Le footwork, il est pas là du tout. Ses frappes, j'ai l'impression qu'elle voilà, elle percute à quelle distance elle est de son adversaire en plein milieu de sa frappe. Elle dit ah mais non, c'est pas bon. Elle cherchait à frapper au corps. Bon. Sam Hughes, elle s'en foutait, elle savait que de toute façon, elle avait l'expérience pour elle, qui a été au-dessus, donc elle allait de l'avant. C'est parti au sol, bien sûr, là c'est le point fort de Shona Abaddon, c'est sa défense au sol. Mais bon, il n'y a pas de quoi remporter des combats là-dessus, mais bon voilà, elle se défend très bien au sol. Sam Hughes en a fait les frais parce qu'il s'est retrouvé bloqué dans la garde, impossible de progresser. Bon, finalement, l'arbitre ne les a pas séparés, elles ont réussi à s'en sortir, mais Sam Hughes a compris qu'au moment de se relever, Shona Abaddon a moindre espace, ça va scramble et donner son dos pour aller se relever, elle fait très bien, elle se relève, il n'y a pas de souci. Mais Sam Hughes tente quand même cet étranglement arrière. Elle se dit qu'il y a peut-être un chemin là-dessus, c'est ce dont elle se sert au deuxième round. Effectivement, ça passe, c'est propre. Hein. Vraiment, ce passage où Sam Hughes comprend qu'au deuxième round, au sol, ça sert à rien de coller Shona Abaddon pour chercher à progresser, à la maintenir au sol. Faut garder de l'espace et envoyer des frappes et chercher à anticiper l'ouverture pour une transition. C'est ce qui s'est passé. Shona Abaddon, hop, elle a essayé de scramble comme au premier round. Sam Hughes savait qu'elle allait donner son dos, donc tout de suite, ça s'est passé en 1 seconde. Elle a pris le dos, étranglement arrière, et Shona Abaddon, même si elle est assez alerte sur ce genre de situation, là, ça s'est passé de manière tellement rapide. On a vu que Sam Hughes, voilà, l'expérience a parlé, les réflexes ont parlé, les automatismes étaient là. Ça s'est fini comme ça. Combat suivant, on retrouve Andreas Gustafsson, hein, cette révélation des Contender Series de l'an dernier, pour qui c'est quand même assez compliqué, je pense, pour sa progression à l'UFC, ce style un peu pâteau, je rentre dedans, j'envoie des frappes, je m'avance, et puis voilà, je suis une menace constante avec mes swings. Il cogne dur, c'est sûr, il y a de quoi faire, il y a une bonne lutte en plus, donc voilà, pas de problème là-dessus. En face, c'était Fakhretdinov. Fakhretdinov, c'est très particulier parce que sur son parcours, on savait que ses décisions, elles sont quand même litigieuses, hein, ça se passait, à chaque fois on se demandait s'il n'y avait pas un petit peu de... C'était pas rigged, que ce soit à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite. Là, il s'est passé un truc très particulier sur ce combat. Gustafsson va de l'avant, donc Fakhretdinov, il sait qu'il va falloir qu'il temporise. C'est le style de toute façon de Gustafsson. Il y a beaucoup de respect d'ailleurs entre les deux combattants. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le combat, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de respect entre les deux combattants. Ils ont l'air de se connaître et de se respecter énormément. Mais à un moment, Gustafsson ne va plus de l'avant. Il reste là, statique, et Fakhretdinov, il dit c'est peut-être l'occasion, moi je vais y aller. Alors il s'est peut-être, il s'est pris une frappe, Gustafsson, ça l'a un petit peu peut-être freiné dans son avancée, mais d'habitude il continue quand même. Il sait qu'il va prendre des frappes, mais il sait que c'est à lui de mettre la pression. Bon, Fakhretdinov a pris le relais, il s'est dit à mon tour d'aller de l'avant, je vais voir ce que je peux envoyer. Il a fait le travail, ça s'est fini comme ça. Bon, c'est surtout pour moi ça qui était étonnant dans le combat, c'est ce Gustafsson qui d'un coup s'arrête et se laisse frapper, quoi. Ça, c'était vraiment une grosse question sur ce combat. Fakhretdinov remporte sa victoire, et puis tant mieux, encore beaucoup de respect entre les deux combattants à la fin du combat. Ensuite, c'était Bříček contre Tavares. Et alors là, c'était le combat que j'attendais le moins. Bříček, les souvenirs que j'ai, parce que vraiment c'était difficile pour lui pour arriver pour entrer avoir ses combats à l'UFC, c'était à l'Octagone 45 avec sa dernière prestation là-bas. Très bon Octagone 45, vraiment Magarde contre Lima, c'était excellent. Bref, c'était très bien, sauf qu'après, pour entrer à l'UFC, gros problème, pas de combattants en face, des désistements. Il finit quand même par avoir un combat, c'est Potieria qui prend le short notice, et il perd contre Potieria, donc des doutes.
Brad Tavares, j'attends plus rien, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC, c'est très bien, mais bon là, cette prestation, j'y crois plus. Pas capable de finir Merchert au 3e round sur son dernier combat. Et finalement, le combat était quand même très intéressant, il y a eu pas mal de choses, de bons échanges entre les deux. Il y a juste vraiment ce truc que je comprends pas, ce zombie walk, j'appelle ça comme ça, c'est quand vous avez un combattant qui s'avance vers l'adversaire sans représenter aucune menace. Il n'y a pas de menace de frappe, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de changement de niveau, c'est juste je romps la distance, je marche tranquillement vers toi, juste pour se faire frapper. Ça, c'est le genre de truc que je ne comprends pas chez certains combattants. J'en vois certains faire ça. Bon, mais Bicek remporte quand même ce combat par KO TKO. Brad Tavares qui reste donc du coup sur un ratio. Dernièrement, c'est quoi? C'est 2 défaites pour une victoire. C'est vraiment pas folichon. Ensuite, le retour de Sam Patterson dans la cage à l'UFC. Cette fois-ci, c'était contre Trey Waters. Sam Patterson, alors ce qui est marrant, c'est que il a fait parler son crochet et ses frappes dernièrement, dans son dernier combat, contre Danny Barlow, où vraiment je m'attendais pas. Je pensais que Danny Barlow allait le dominer debout. Sam Patterson étant réputé vraiment pour avoir un très bon JJB, être vraiment une grosse menace en termes de soumission. Là, il affrontait Trey Waters, qui pareil aurait pu lui donner du fil à retordre debout. Ça a été le cas, parce que Sam Patterson ne s'est pas vraiment méfié de Trey Waters, et il y a des moments où Trey Waters a réussi à lui donner le change. Mais Sam Patterson, qu'est-ce qu'il était précis debout, et ça cognait dur. C'était vraiment impressionnant. Sam Patterson debout, je pense qu'il fait partie de ces combattants qui, avec un très bon bagage en JJB, vont de plus en plus apprécier au fur et à mesure la boxe, l'anglaise, rester debout, combattre debout. Et pour l'instant, il s'en sort très bien. Et c'est vrai que tant qu'à faire au premier round, autant rester debout si ça se passe bien, et puis si ça se passe mal, aller chercher le sol. Là, il y a eu un moment quelques frayeurs pour lui, mais c'est ce finish, c'est propre, quoi. Cette façon qu'il a d'enchaîner, c'est une 2, puis encore un crochet du droit, quoi, qui est dévastateur. Trey Waters qui titube, qui ne tombe pas, mais qui se prend un enchaînement. Wow, c'était fou, quoi. Vraiment, c'est dans cette soirée, on va dire j'ai vu des prestations qui laissaient un goût de déjà vu. C'est des prestations que j'avais. Voilà, je me disais, ok, tel combattant va combattre comme ça, et c'est ce que j'ai vu. Mauvaise surprise de la part de Gustafsson, comme je l'ai dit, parce que lui, d'un coup, il s'est arrêté de combattre, je sais pas pourquoi. Mais là, il y a on va dire 2-3 combattants dans la soirée où là, effectivement, ça montre encore un niveau au-dessus. Ça va être difficile pour la suite pour leurs adversaires. Et voilà, Sam Patterson en fait partie. Vraiment, de plus en plus considéré comme une révélation, selon moi, dans le roster. La suite, alors vous avez peut-être pu en entendre parler, c'était Coué Fernandez contre Harry Hardwick. Harry Hardwick, qui prend short notice, du coup, la KT du dessus, parce que lui, il est champion Cage Warriors en featherweight, si je dis pas de bêtises. Là, c'était un combat en lightweight. Coué Fernandez, voilà, comme je disais juste avant, c'est typiquement le genre de prestation qu'on a déjà vu de sa part avant, donc pas une révélation. Il est vraiment dangereux. Là, voilà, tout ce travail sur les calf kicks, comme on a pu le voir contre Mohamed Yahya à l'époque, c'était déjà ça. Donc là, il va livrer une prestation qui est une copie qui est tellement propre. Vraiment, il n'y a quasiment pas de déchets, c'est précis. Il se sert de ces longs segments pour envoyer des frappes, il se sert de l'inertie pour que vraiment ça connecte dur. Reste dans l'axe, karaté stance, un peu fléchi, et bam, bam, bam. Et quand il veut, il change. Vraiment, il va se déplacer sur les côtés. Voilà, ça peut perturber les adversaires, très vif dans ses frappes, donc il va jouer sur les 2 lignes, vraiment quand il frappe au visage, ça part d'un coup direct, et puis après, il y a un côté un petit peu MVP, des fois on peut revoir ça, mais et quand il veut frapper dans les leg kicks, ça part aussi de manière ultra violente, très rapide, donc voilà, c'est difficile de s'en prémunir. Après, bon, Harry Hardwick, je pense même s'il avait pu avoir des infos sur Fernandez, il n'a pas eu le temps, je pense, de se préparer à ce genre de combattant, ce genre de combat, ce genre de style, donc il en a souffert. On sentait qu'il était volontaire, qu'il voulait envoyer quelque chose, mais il s'est fait vraiment neutraliser par Fernandez. Vraiment incroyable la prestation de Fernandez ici. J'ai pas du tout compris pourquoi le public avait hué Fernandez après le combat. Je sais pas s'il y a eu Je sais que Fernandez devait affronter Faresiam, et je sais pas s'il y a eu du trash talk ou quelque chose qui est mal passé, peut-être dans les réseaux sociaux ou quoi, je sais pas, j'ai pas suivi les réseaux sociaux, j'ai pas suivi les annonces à côté, donc peut-être que le public français lui en voulait d'avoir tenu certains propos, peut-être à l'égard de la France ou de Paris ou quoi, je ne sais pas, parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi le public l'a hué. Là, il faut reconnaître que c'était une des meilleures prestations de la soirée, c'était fou, ce talent.
Bien sûr, son adversaire n'était pas préparé, donc voilà, il a un petit peu joué avec la nourriture, on va pas se mentir, à un moment c'était un peu le chat qui joue avec la souris qui est blessée, parce que il voyait que Hardwick pouvait plus tenir debout, il attendait, il s'est même amusé de lui en faisant une feinte de calf kick pour l'achever, finalement c'est parti en high kick, voilà, puis après bon, il a fini par l'avoir au calf kick dans le premier round, il a laissé traîner un petit peu le combat 1 minute de plus pour s'amuser, pour le show, tellement il était au-dessus. Ensuite, un combat très attendu, c'était effectivement le premier combat de Ante Delija à l'UFC. Ça y est, enfin, depuis le temps qu'on en parle. Ante Delija qui nous vient du PFL, qui s'entraîne désormais avec Thomas Spinal. Alors bien évidemment, après sa victoire, Ante Delija, il s'est fait huer à chaque fois qu'il évoquait Thomas Spinal. Pourtant, il était apprécié du public, le Croate, on sentait que le public le soutenait. Il affrontait ici donc un Polonais, Marcin Tybura, qui est numéro 7 au classement, donc c'est dire à quel point l'UFC fait confiance à Delija ici. Premier combat, c'est directement dans le top 7. Et voilà, il a dominé Marcin Tybura, qui semblait quand même déjà, même avant le combat et puis pendant le combat, absent du combat, je sais pas. Bon, au moment il a voulu quand même échanger. Mais Ante Delija était vraiment beaucoup plus athlétique, vif, rapide, intelligent. Il y avait plus de précision également. Donc voilà, c'est une très très bonne recrue pour le roster en poids lourd, on sait que ça manque. Donc voilà, direct le top 7, ça va être dangereux pour tout le top 10 je pense. Donc Ante Delija, je suis content qu'il soit arrivé et ça va faire du bien. C'était une revanche effectivement, puisque Ante Delija avait déjà, c'était il y a peut-être 10 ans de ça, perdu contre Marcin Tybura sur une blessure. Il prend sa revanche d'une belle manière, il arrive, il fait un premier combat à l'UFC avec un beau finish, un beau combat d'une belle manière, bonne performance de sa part. Ensuite, premier français sur la carte qui arrive en fin de carte préliminaire, Oumar Sy qui a affronté ici Bronson Ribeiro. Beaucoup de scepticisme concernant les deux combattants a priori avant le combat. Oumar Sy qui revient d'une défaite où il était vraiment pas dans son combat. C'était sa première défaite en carrière pro d'ailleurs. Oumar Sy qui en est là où il devrait en être, c'est-à-dire que à l'heure actuelle dans sa carrière, effectivement, il va pas d'un coup liquider toute la KT. Il nous a fait une prestation égale à lui-même. Cette fois-ci, il était présent dans son combat. Ça a payé. Toujours dans un MMA complet, voilà. Il est solide debout. Au sol, il est solide. Sa lutte, elle est solide. Rien à redire. Très bonne prestation. Vraiment fidèle à lui-même, Oumar Sy, ici. Donc on finit la carte préliminaire là-dessus. Que des finishes. Alors effectivement, les gens apprécient souvent qu'il y ait des finishes. Ils préfèrent ça aux décisions. Alors je dirais pas qu'il faut aller jusqu'aux décisions tout le temps, mais c'est vrai que là, il y a des combats sur lesquels je me suis dit... j'aurais aimé en voir plus, quoi. C'est vrai que Delija, j'aurais aimé voir un combat un peu plus long pour apprécier encore plus son jeu. Quoi Fernandez avec Hardwick, c'est vrai que ça s'est fini un peu tôt, mais bon, voilà. Au moment Hardwick, il pouvait plus rien faire, mais c'est vrai que Quoi Fernandez, c'était tellement impressionnant que ça faisait plaisir. Sam Patterson, pareil, j'aurais aimé le voir plus longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des... Alors sans aller jusqu'à Brad Tavares, parce qu'en plus ils ont sorti les statistiques. Brad Tavares qui a passé plus de 5h30 en tout dans la cage à l'UFC, c'est la folie. Dans sa carrière, il a... Sûrement je sais même plus, 32, 33e combat, un truc comme ça. Donc voilà, donc il y a des prestations comme ça, j'aurais aimé voir durer. Bon, il y a les finishes, c'est très bien, c'est très beau, donc voilà. Là, c'était des beaux combats, j'aurais même aimé voir certains combats aller jusqu'au deuxième round et que ça continue, voir un peu plus de spectacle. Mais bon, je vais pas bouder mon plaisir. Ça s'est bien passé. En règle générale, c'était un bon UFC Paris. Main card, ouverture, donc William Gomis contre Robert Uchala. Intéressant comme stratégie, puisque Robert Uchala devait aller de l'avant. Finalement, c'est Gomis qui est allé vraiment de l'avant pour imposer son jeu. Il a fait parler ces longs segments, lui aussi, il en profite bien. Beaucoup d'échanges de middle kick, forcément étant gaucher. Alors ça part en clinch, il se fait amener au sol. Après, il tente de se relever, il y a du contrôle à la cage. Un premier round assez difficile à scorer. Et voilà, on arrive au deuxième round. Alors déjà, on va commencer à en parler, mais c'est vrai que l'inter-round, on a vu que c'était une grosse soirée pour la carte principale pour Nicolas Haute, qui est selon moi un peu la star de la soirée. Comme toujours, en fait, c'est vrai que Nicolas Haute, c'est quelque chose à titre personnel. D'entendre les conseils de Nicolas Haute à l'interround, ça me sidère. Je me dis, mais c'est fou à quel point il est technique, précis dans ses mots, dans ses paroles, dans ce qu'il dit, dans les conseils qu'il donne. Je pense qu'il y a effectivement des coachs qui sont là pour motiver leurs combattants. Parce qu'il y a des combattants qui ont besoin de ça, je pense, voilà, c'est ça aide à se motiver, à être beaucoup plus combatif, à dire ouais c'est maintenant, c'est ton round, ouais c'est ton combat, là, un truc et tout. Je crois qu'à un moment on entend d'ailleurs Kasata sortir ça, un de ses élèves. Mais là, Nicolas Haute,
En fait, je pense que le combattant, je sais pas, hein, je suis pas dans la cage à leur place, mais quand le round va se dérouler au bout de quelques secondes, peut-être au bout d'une minute, je sais pas, tous ces trucs, les mots qu'il entend, qu'il a entendu à Interround, voilà, ça résonne et ça se met en place. Et c'est vraiment, je trouve, incroyable la façon dont Nicolas Haute travaille et la façon dont il communique avec ses combattants à l'Interround. Et je trouve qu'il a en plus une très bonne lecture, une très bonne intelligence à Nicolas Haute sur les combats. Et donc, on voit qu'il connaît ses combattants, ce qu'ils peuvent faire, ce qui est attendu de l'adversaire en plus, des réactions de l'adversaire. C'est vraiment, moi, ça me sidère. Je me dis, à un tel niveau de compétence en termes de coaching et sur les conseils Interround, je crois que c'est le meilleur dans ce domaine, hein. De tous les combattants et coachs que j'ai pu entendre dans tous les Interrounds depuis que je regarde du MMA, j'ai jamais entendu quelqu'un être autant précis, quoi. Juste, même dans les mots qu'il emploie, même dans sa façon de... les tons, les intonations, tout. C'est vraiment tout ce qu'il faut, je pense, ça me tue, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est la main card, c'est la grande star de la soirée, ça va être Nicolas Haute. On va entendre parler après pour les autres combats. Bon là, pour le coup, revenons à William Gomis. Pour le deuxième round, c'est un peu moins bien passé, hein, par contre, contre Uchata. Uchata qui, cette fois-ci, va développer son jeu. Il rentre de larges crochets, il fait de bonnes esquives, les middles sont de plus en plus lourds. Alors, la lutte offensive, elle est pas forcément au top, mais ça suffit quand même, hein, pour déranger Gomis. Des bons crochets variés, hein, sur les escarmouches. Tout ce qu'on peut voir, entre guillemets, du côté de Gomis sur ce deuxième round, ça va être un spin kick à la rupture qui était très intéressant. Et voilà, les amener au sol de Uchala, c'est quand même quelque chose. Il a réussi à maintenir donc Gomis au sol. C'était un peu difficile, mais il a quand même bien travaillé dessus. Donc il remporte ce deuxième round. Troisième round, donc là, encore une fois, les conseils de Nicolas Haute. On y va, les jabs, les uppercuts. On va pas trop à la bagarre parce que voilà, faut pas aller au clinch. En face, Uchala, ça commence, on va faire des bons sidesteps pour éviter les frappes. Donc là, c'est vraiment sur ce round que ça va se jouer. Gomis, un bon double jab. Et après, ce qui me pose problème, ça va être ses doigts dans les yeux. Faire attention là-dessus, Gomis, quand même. Uchala, il est vraiment présent là sur ce troisième round aussi. Et on voit de grosses remises. Gomis devient un peu plus mou, notamment sur ses front kicks, sur certains footwork. Mais heureusement, il a des bonnes feintes. Il maîtrise vraiment la distance, hein, de toute façon, Gomis, toujours, même sur ce troisième round. Vraiment, le travail sur ses leg kicks, Gomis, est très solide, hein. C'est pas tout le temps qu'on voit ce genre de travail. C'est vraiment bien exécuté. Uchala fait un switch malheureux, il en paye le prix. Uchala, on voit vraiment des signes de fatigue au troisième round. Et là, bon, Gomis, ça part un peu à la bagarre. Faudra faire attention. Uchala, comme j'ai dit, troisième round, il est plus là. Gomis n'a plus qu'à le cueillir. Il décide finalement de partir en lutte. Alors il réussit son takedown. Moi, je pense qu'il aurait pu vraiment l'achever debout. Il remporte quand même largement ce troisième round au final. Je donne donc 29-28 pour Gomis, malgré un premier round assez serré. Il y a un juge qui donne 30-27 à Gomis. Bon, moi je pense qu'il perd clairement le deuxième round, mais bon. Gomis donc qui repart avec une victoire à décision. Très bonne prestation de sa part. On enchaîne sur Axel Sola qui fait son entrée à l'UFC, premier combat. Il est à 10-0 en carrière. Donc comme il prend le short notice, ça sera la KT du dessus, comme souvent à l'UFC. Là ce sera donc Rhys McKee. Rhys McKee, attention, l'Irlandais très dangereux, hein, sur la scène Cage Warriors. Beaucoup plus de difficultés à l'UFC. Fait partie un petit peu de... Alors, on les connaît, hein, ces peuples qui peuvent encaisser, qui sont durables, qui ont un bon menton. On a les Irlandais, on a les Brésiliens, on a les Mexicains. Voilà, ça peut encaisser, sauf que chez les Irlandais, il y a une plus grande proportion à se dire c'est pas la peine je travaille ma responsabilité défensive debout puisque je peux encaisser, donc autant que j'envoie des bonnes frappes et je travaille dessus. Ça peut jouer des tours, mais bon, pourquoi pas. En général, voilà, l'Irlandais, c'est durable, ça tient le coup. Pas grave si ça prend des coups. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Axel Sola, j'avais beaucoup de doutes, hein, sur le fait que malgré tous les discours qu'on peut entendre à droite à gauche, je me fie pas forcément à ce que disent les combattants ou les coachs, hein. Je me dis que forcément ils vont dire que tout va bien se passer. Mais c'est vrai que moi, les appréhensions que j'avais, c'était le fait qu'il arrive vraiment dans la big league, grande salle, l'UFC, Paris, Accor Arena, tout le public, tout le truc qui va être un petit peu déstabilisé. Surtout que c'était un short notice, qu'il fallait pas forcément le temps de se préparer. Et que Rhys McKee, lui, il est habitué à tout ça, peu de provocation, et puis voilà, ça va passer. Et finalement, les deux premiers rounds sont quand même assez disputés. Très bon travail d'Axel Sola, vraiment une très belle copie. Rhys McKee qui tente, hein, lui aussi de faire ce qu'il fait d'habitude, hein, comme je disais plus tôt.
Voilà, j'ai pas vu de nouveauté du côté de Rizmaki. Je sais qu'il va y avoir des moments où il va y avoir des fulgurances qui peuvent mettre à mal ses adversaires. Ça a été d'ailleurs à certains moments le cas ici. Axel Sola, 3e round, on sent que ça commence à décrocher selon moi. Rizmaki aurait pu lui en profiter lourdement. Ça tient le coup de côté Axel Sola. Il trouve la combinaison, les frappes qu'il faut. Il y a ce coup au corps qui frappe. Moi, j'ai l'impression que ça frappe au foie, ce qui fait s'écrouler Rizmaki. Rizmaki, je crois qu'il va sortir du roster, malheureusement, une 2e fois. Ça fait 2 fois qu'il intègre l'UFC et qu'il en sort. Axel Sola, premier combat à l'UFC, en plus la KT du dessus. Il a son finish. Bon, c'est très belle entrée à l'UFC pour lui. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Combat suivant, Bola Gioki contre Mason Jones. Mason Jones, le Gallois, que je voyais favori ici. Effectivement, d'ailleurs, il était favori sur les cotes. Pourquoi ? Parce que Bola Gioki, le Zulu Warrior, je suis pas convaincu par ce combattant. Pas convaincu sur son combat contre Timmy Kwamba. On le voit encore contre Chris Duncan. Alors, les adversaires de Bola Gioki ont tendance à sous-estimer ses capacités en anglaise. Je sais pas pourquoi. Alors que Bola Gioki, quand même, est très solide en anglaise. On le voit, on a les enregistrements, on voit, c'est pas son premier combat. Mais je sais pas pourquoi cet adversaire ne se doute pas qu'il va être aussi talentueux. Du coup, il en profite en général et très bien, donc ça c'est bien. Mais voilà, il s'est fait avoir, pas forcément. Des fois, peut-être qu'il va être un peu trop en confiance. On a vu, il s'est fait avoir par Chris Duncan, qui était très opportuniste sur sa guillotine, il n'y a rien à dire. C'est l'opportunité qu'il a saisie parce que Bola Gioki le dominait. Mais voilà, sinon en général, Bola Gioki fait un bon premier round. 2e round, ça se complique. En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du combat, ça devient difficile pour lui. Et il fait partie de ces combattants qui peuvent vite décrocher s'ils se prennent une grosse frappe. Il y a vraiment des moments où, pour revenir dans le combat, c'est difficile pour certains combattants comme ça de faire un reset et de se relancer, de recomposer. Et Bola Gioki, selon moi, en fait partie. Et c'est un peu malheureux parce que je ne vois pas comment on peut travailler ça à l'entraînement. Mais c'est vrai que là, je revois encore la même copie de sa part ici. Donc, excellent debout. Il met knockdown Jones qui va, voilà, lui aussi un menton incroyable. Il va prendre le temps, résilient, il prend le temps de recomposer. Il se protège, il se relève. Bola Gioki qui n'arrive pas à le finir du coup. Jones qui résiste. Oki qui va continuer de dérouler son jeu, mais qui est peut-être un peu trop en confiance. Du coup, Jones trouve l'opportunité. Il connecte vraiment lourdement Bola Gioki. Cette fois-ci, c'est lui qui met knockdown à Bola Gioki. À son tour maintenant de se relever. Alors, c'est difficile parce que Jones il va vraiment solidement le travailler au sol. Une menace de Kimura. Oki s'en défend très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça sonne la fin du premier round. 2e round, on le sent, de toute façon, maintenant, Bola Gioki, il est beaucoup moins vif. Comme j'ai dit, voilà, il s'est pris bon coup de pression de la part de Jones, ça va être difficile pour lui de revenir dans le combat. Ça se voit, Jones qui va travailler sur les calf kicks un peu lourds. Même s'il est un peu pâteau debout, il peut envoyer un bon front kick, il rate beaucoup de frappes, Jones. C'est fou de voir quel point d'un côté on a Oki qui reste un peu plus précis, on va dire, mais qui fait de très bonnes esquives. Et de l'autre côté, Jones qui lui rate beaucoup de frappes, c'est vraiment pas précis debout. Donc ces phases-là sont assez rigolotes à voir. Mais Bola Gioki, comme j'ai dit, moins vif, il est un peu moins dans le combat, et du coup, il commence à y avoir des déchets dans son jeu. Il va, je sais pas pourquoi, chercher une single leg à un moment sur Jones. Jones l'envoie balader, forcément, puis il l'envoie au sol. Le sol offensif de Jones, on l'a vu au premier round déjà, il est tout en maîtrise. Oki qui a du mal de toute façon à revenir dans le combat. Jones trouve la full mount, il le finit par des coups, par le coup d'un grand hand pound. Voilà. C'était un peu malheureusement du déjà vu selon moi. Ensuite, Modestas Bukauskas qui va affronter Paul Craig. Un des combats que j'attendais pas trop non plus sur cette carte. L'Écossais qui fait figure de menace avant le combat, et puis dès que la cloche sonne, le départ pour le premier round, il n'y a plus personne. C'était un peu... c'était dur quoi, encore une fois à voir. Bukauskas qui fait son jeu, il rentre une combinaison, il ressort, on voit pas mal de calf kicks. Paul Craig, on voit tout de suite qu'il va rester dans l'axe, il recule dans l'axe. Il envoie des stop kicks pour empêcher Bukauskas de rentrer, de se jeter en avant pour envoyer des combinaisons. Mais sa défense debout, Paul Craig, elle est vraiment bof quoi. Les appuis sont mauvais. Bukauskas se dit je vais m'en servir, je vais pas ressortir après avoir envoyé mes combinaisons, donc il va aller encore plus loin, l'envoyer au clinch. Peut-être une menace de takedown, ce qui était vraiment encore une fois un problème de fight IQ. Pourquoi essayer d'envoyer Craig au sol, sachant que Craig c'est quand même
son terrain de prédilection, le sol, donc du coup, Bukauskas se ravise. Mais bon, à la deuxième tentative, c'est Craig qui va le renvoyer contre la cage, le plaquer contre la cage, c'est de faire du travail de sape en cage control, mais il se fait renverser. Du coup, Craig se trouve dos à la cage, et je sais pas ce qu'il fait, une espèce de guillotine sautée, je sais pas pourquoi il va s'appuyer en fait sur la cage derrière lui pour essayer d'attraper la tête, essayer de placer une soumission sur Bukauskas comme ça en défense de clinch. Bon, c'est gros ratage, ridicule. Du coup, il se retrouve le cul par terre avec Bukauskas qui va travailler sur le ground and pound. Des coups de bien sales. Voilà, ça finit vraiment... Au début, j'ai cru qu'en fait, l'interround allait commencer, mais non, Paul Craig était KO. Donc ça s'est fini vraiment sur le gong, quoi. Sur le gong, Paul Craig out. Paul Craig dépose les gants après ce combat. Oui, une sage décision. Bukauskas ne me représente pas pour moi une terreur à l'avenir pour la catégorie. Très bon combattant, mais bon là, je pense pas qu'il ait le niveau top 15. La suite, Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Donc là c'est parti, un co-main et main event. On va avoir donc la team Nicolas Haute contre la team Fighting Nerds. Bon, alors pas grand chose à retenir de ce combat. BSD nous a fait du BSD, alors bien sûr, en gros c'était assez attendu. On a un BSD avec maintenant qui est beaucoup moins bagarreur, beaucoup plus réfléchi, c'est très bien. Ce qu'il a donné dans la cage, c'est des choses qu'on avait déjà vues, donc il arrive très bien à travailler debout sur ses approches, même si parfois ça peut paraître encore un petit peu pâteau. Son travail, donc forcément c'était sur le game plan, suivre le game plan de Nicolas Haute. L'équipe et que tout le monde, de toute façon, avait prédit, c'est-à-dire qu'il faut amener Ruffi sur de la lutte et sur du sol, de dominer au sol, étant donné que Ruffi n'est pas réputé là-dessus, même si Ruffi, quand même, a donné du fil à retordre, il a quand même une bonne défense au sol, il arrivait très bien à scramble au moindre espace. Maintenant, Ruffi, je m'attendais quand même à ce que lui aussi s'attende à ce game plan de la part de l'équipe du Français. Il a tardé vraiment à s'adapter. Heureusement, il y a eu ce coup de genou très vif sur le deuxième round, au contact là, qui, au moment où Saint-Denis voulait peut-être descendre ou éviter une frappe. Mais en tout cas, voilà, c'était une stratégie qui pourrait être intéressante. Mais Ruffi, je pense que, encore une fois, c'était là pour un coup d'éclat, pour envoyer une frappe un peu spectaculaire. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. En plus, défensivement, je trouvais ça vraiment très dommageable, le fait qu'il recule dans l'axe, sa seule défense debout, c'était vraiment juste de le retrait de buste et de reculer dans l'axe. C'était un petit peu décevant selon moi. Donc BSD, il applique le game plan, c'est très bien en plus, les amener au sol. Il va faire des feintes de changement de niveau, il va vraiment changer de niveau, on sait jamais vraiment comment ça va se passer. Des fois il feint de changer de niveau, je crois que c'était au deuxième round, pour ensuite, bam, repartir, frapper à la tête. Des fois c'est l'inverse, souvent d'ailleurs c'était comme ça qu'il changeait de niveau, il amenait une frappe sans conviction à la tête juste pour perturber les signaux de Ruffi pour ensuite descendre. Donc très intelligent là-dessus. Donc BSD pour la suite, c'est un bon combattant. On va donc lui retirer tout ce côté bagarreur et pouvait faire un petit peu la hype autour de lui à ses débuts à l'UFC. Maintenant, on va se concentrer sur quelque chose de plus serein, réfléchi, qui lui correspond d'ailleurs aussi très bien, je trouve. Mais dans cette catégorie-là, voilà, il y a quand même des limites. Je fais pas partie des spectateurs les plus confiants pour lui en fait. On continue, on prend les mêmes équipes et on recommence. Donc le main event, Nassourdine Imavov contre Caio Borraio. Caio Borraio que j'ai toujours trouvé, et ça vous le savez, dans mes previews, vous l'entendez, un peu surcoté dans la team Fighting Nerds. J'ai pas été convaincu par ses prestations récentes. Certes, on n'a que des victoires à l'UFC jusqu'ici, et son équipe fait parler de lui, mais les game plans qu'il va amener et son coaching quand ses collègues sont dans la cage, je le trouvais vraiment très limité. C'est vraiment... il y a une chose dans le game plan à faire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan B, pas de plan C, c'est vraiment juste un seul plan, un seul game plan, rien d'autre à côté, difficile de s'adapter. Faut attendre ce moment où ce qui est prévu arrive. Contre Paul Gregg, c'était pas une super victoire. Jared Cannonier, c'était très difficile. Il voulait, en plus, et je l'avais dit, contre Jared Cannonier, il a cherché à reproduire ce qu'avait déjà montré juste avant Nassourdine Imavov. Donc je trouvais ça un peu dommage. Je pensais qu'il a amené quelque chose de plus fou, comme on peut le voir dans le reste de son équipe, chez certains autres combattants. On parlait de Ruffi, on peut parler de Prates, même si Prates a montré lui aussi que des fois il trouvait pas les opportunités.
Mais voilà, quand comparé à un Jean Silva qui, lui, a une intelligence de combat qui est bien, bien au-dessus des autres, là, on voit que Caio Borraio, il est dépassé, quoi. Certes, Nassourdine Imavov, c'est le contendeur numéro 1, donc forcément, c'est pas n'importe qui. On se doutait que c'était un step un peu trop haut, mais les cotes données quand même avant, Borraio favori. Je comprends pas, quoi. Nassourdine Imavov, quand on voit son parcours, il a vraiment, vraiment step up sur ces 2 dernières années, là. Hein. Il y a eu le combat contre Curtis, et après c'était Dolidze. Waouh, très belle prestation. Jared Cannonier, c'était énorme techniquement, c'était propre, debout. Enfin, moi, ouais, c'était une révélation, quoi. Le travail qu'a fait Nicolas Haute, justement là, c'est là où on a commencé à parler de Nicolas Haute, parce que le travail qu'a fait Nicolas Haute sur Nassourdine Imavov, sur se gérer les émotions, sur gérer tout ça, être vraiment focus sur le combat, très technique, très précis. Là, oui, le sniper, qui est son surnom, on l'a vu, quoi. Et contre Brendan Allen, il fait le travail. Et puis alors, mettre KO Adesanya, c'était la prestation, quoi. Donc, je voyais pas trop comment Borraio pourrait s'en sortir là-dessus. Et on l'a vu, hein. Très bon jeu de jambes de la part d'Imavov. Très réactif, très vif, précis. Il cognait dur, hein, il frappait vraiment, c'est des frappes variées en plus. Il faut savoir qu'Imavov a quasiment gardé le centre de la cage tout le temps et que Borraio se promenait dans le cercle extérieur. Toujours quasiment acculé. Travaillait beaucoup sur ses kicks, hein, Borraio, c'est tout. Alors c'est peut-être ça qui pouvait le faire scorer d'ailleurs, hein, que ce soit les kicks dans la garde d'Imavov, mais qui sont quand même comptabilisés, ou alors des leg kicks. Mais c'est tout ce qu'il pouvait proposer, des clinches, mais rien de plus. C'est de chercher du contrôle. Imavov a une très bonne défense debout de toute façon. Borraio cherchait forcément à travailler sur les coudes, hein, au contact, mais surtout, on le voyait déjà commencer à essayer de rentrer des coudes. Il y a eu quand même quelques échanges pour Borraio où son jab arrivait à bien parler, mais toutes ces tentatives de changement de niveau, de chercher le takedown, on a vu la takedown defense d'Imavov a encore parlé, 100% là-dessus. 3e round, je crois qu'on a vu les statistiques où il était à 4 takedowns défendus sur 4 tentatives. Encore une fois, 3e round, toujours ultra réactif, Nassourdine, c'est fou. Il y a eu des moments très intéressants de côté d'Imavov, le spin back fist au 2e round. 2e round avec ses blitz là, très, vraiment parfait. Bien sûr, Borraio, son coin lui dit qu'il est peut-être derrière, donc au 3e round, il va falloir mettre la marche avant. C'est ce qu'il fait. Alors ça, il est bien obligé de le faire, et ça porte plus ou moins ses fruits quand même. Hein. C'est vrai que c'est quand même difficile pour Imavov là de prendre le temps de faire travailler tout son jeu de jambes, mais Borraio trouve pas vraiment les entrées. Certes, il y a un bon bras arrière, il a un excellent 1-2 en ligne, hein. Il rentre, hop, le 1-2, mais voilà. En plus, il gagne en vivacité, donc si il y a vraiment quelque chose de dangereux, il devient provocateur même, il se dit que le combat est en train de tourner en sa faveur. Mais voilà, cette tentative de lutte encore qui rate, il se fait renverser en clinch. On commence à voir Imavov qui va appliquer les conseils. Alors c'était Haute qui lui avait dit entre le 1er et le 2e round de vraiment travailler sur les feintes, de faire du airboxing en fait, et de travailler en ligne en plus, parce que Borraio faisait très peu, il a dû faire 1 ou 2 sidesteps sur tout le combat. Et là, on l'a vu le mettre en place au 3e round pour bien obliger Borraio à prendre ses distances, parce que dès que Imavov feintait, Borraio pouvait craindre quand même pour sa gueule. Donc pour compléter tout ça, forcément, entre le 3e et 4e round, Haute lui dit maintenant on va travailler sur les petits pas en avant, essayer d'envoyer des jabs. Et ça marche, il l'applique. Imavov toujours des contres, mais il en a pris des coups quand même, Borraio là. Il a vraiment bien tenu le coup, il est solide et un bon menton, parce que les contres d'Imavov, que ce soit au visage ou au corps en plus, il variait ses contres, ses crochets là, c'était vraiment impressionnant. On l'a vu au 4e round, on voyait vraiment des combinaisons très vives, là où Borraio, quand il voulait contrer et remiser, ça passait à côté. Mais on va pas enlever à Borraio le fait que, même en eau trouble, il était quand même présent, il tenait le coup. Je pense que contre un autre adversaire, Imavov aurait pu le faire tomber. C'est vrai que Borraio était très solide. D'ailleurs, il commence comme ça aussi le 5e round, hein, très solide sur ses appuis, il connecte très bien. Malheureusement, il switch, ça lui porte pas forcément bonheur, même s'il a un bon swing du droit. Imavov qui restait dans l'axe en plus. Mais ça y est, Imavov refait du Imavov. Donc, 5e round, il va faire encore cet excellent travail qu'il fait toujours avec son bras avant. Et il est toujours ultra dynamique, hein. Même à la fin du 5e round, on le voit dans les escarmouches, il est dominant. Et Borraio n'a plus grand chose à montrer, plus grand chose. De toute façon, Borraio n'avait pas d'ouverture ici sur ce combat. Encore une fois, je pense que c'est lié à un game plan, malheureusement, où il y a un plan et pas de plan B. Et que le plan A ne fonctionnant pas, après, il se retrouve un peu
sans savoir vraiment trop quoi faire. Ce qui est dommage parce que quand on est déjà à plus de 15 combats pro, il a l'UFC, il a une longue série de win streak, de pas vraiment avoir cette adaptabilité seconde après seconde pendant le combat, même minute après minute, c'est quand même dur, quoi, je trouve. Hein. Vraiment, hein, je suis peut-être un peu dur avec lui, mais c'est... Alors c'est un très bon combattant du top 10, mais j'ai du mal quand même toujours avec Borayo. Hein. En plus, j'ai pas vraiment apprécié son... Il y a une interview de l'UFC qui est diffusée avant, où il dit qu'il a pas été... son parcours à l'UFC a pas été facilité. Alors je veux bien que au Contender Series, il ait sa victoire, mais que Dana White le prenne pas au début. Mais après, là, on regarde les derniers combats, comme je disais, Paul Craig, qui est défaillant. Cannonier, on le sait, il peut être redoutable, mais il est quand même âgé. Imavov, lui, on a bien profité et a réussi à le finir. Mais sinon, c'est tout, quoi, du côté de Borayo. Donc avant, il faut remonter, je crois que c'était Magomedov qui l'affrontait avant. Et effectivement, Abus Magomedov, là, par contre, oui, c'est un client sérieux. Mais c'est pas comparable à Israël Adesanya qui a pu affronter Imavov dans toute sa technicité, cette démonstration qu'il a pu faire. Maintenant, pour la suite, Imavov, pareil, j'ai quand même des doutes parce qu'on est quand même pour une chance au titre. Chimaev, c'est quand même quelque chose, quoi. Là, il va falloir vraiment une grosse préparation, mais c'est pas le premier à affronter Chimaev, donc je pense que tout le monde qui a affronté Chimaev se dit bon, il faut être bien préparé, le bon game plan et tout ça, machin, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution trouvée. À savoir, est-ce que Nicolas Haute va réussir à trouver la solution? J'en suis vraiment pas sûr, c'est ça qui m'inquiète, quoi. J'espère de tout mon cœur, mais voilà. Maintenant, contre un De Reader, contre un Fluffy Hernandez, je pense qu'Imavov aura ses chances. Je pense qu'il a ses chances, en fait, contre tout le roster de la KT, sauf peut-être, effectivement, Duplessis et Chimaev, qui sont quand même des... Waouh, c'est quand même quelque chose, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de respect pour Hot et pour Imavov, mais là... c'est... c'est vraiment deux combattants. J'ai des inquiétudes concernant Nassourdine. Donc en règle générale, cette UFC Paris, une bonne session. Les 3 premiers combats, voilà, on va passer vite fait dessus. Révélation encore, donc Patterson, Koué Fernandez, Ante Delija. C'était vraiment les 3 combattants pour moi qui ont marqué l'événement.